Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amoureux de la connaissance, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien. Entretien de ce jour, nous allons recevoir Monsieur Joe Sekimonyo, qui est professeur écrivain avec plusieurs publications. Il est chercheur, mais aussi il est spécialiste en questions liées aux économies ainsi qu'aux finances publiques. Joe Sekimonyo vient répondre à quelques questions. Nous allons aborder la question de l'occupation de l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert de soi-disant mouvement du 23 mars. Nous allons parler aussi de l'inconstitutionnalité de certains articles. Il a saisi la Cour constitutionnelle, la requête que lui avait déposée. Jusque-là, la réponse est déjà arrivée. Pourquoi ça tarde? Mais c'est pour quelle finalité? Candidature. Plusieurs candidatures annoncées, mais qui peut être candidat président de la République? Qui ne peut pas l'être? Il y a des conditions qui bloquent ou qui jouent en défaveur de certains candidats. Comment ils trouvent la chose? Qu'est-ce qu'ils nous réservent comme surprise? Bienvenue sur ce plateau circonstanciel d'entretien, Joe Sekimonyo. Je pense qu'on doit maintenant aborder le sujet comme il est aujourd'hui. La guerre économique, c'était l'année passée. Aujourd'hui, la guerre n'est plus économique. Elle est devenue beaucoup plus sur le plan international. Le prestige, par exemple, le Rwanda veut défendre son prestige. La guerre économique, on l'a faite, mais on l'a fait tardivement, lentement. Jusque-là, on n'a pas encore eu de sanctions que moi, j'aimerais voir que la RDC impose sur le Rwanda, sur les citoyens rwandais, parce que moi, je ne fais aucune distinction entre Paul Kagame, M. Paul Kagame et les Rwandais. C'est le même pays. Mais on voit maintenant, aujourd'hui, le Rwanda qui se bat pour son prestige. Il doit, après tout, trouver le moyen, la solution de gagner cette guerre sur le plan international. Mais ça démontre aussi qu'il est aux abois. Parce que quand on commence à voir des dérapages à gauche, à droite, quand on commence à voir ces actions qui sont en pleine journée, ça veut dire qu'il n'a plus de solution. Mais c'est à nous, des Congolais, de comprendre. Le grand problème que je pense qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la balkanisation. C'est la discussion qu'on exagère un peu. Je dis, est-ce qu'on peut parler de la balkanisation en RDC? Si, juste pour en parler. Est-ce que ça peut arriver en RDC? Non. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre le terme, même l'implication de balkanisation. Les pays qui ont été balkanisés, ce sont déjà des groupes ethniques qui ne voulaient pas vivre ensemble. On ne peut pas venir imposer un pays, le couper en quatre. Déjà, quand on regarde, il faut regarder, quand on parle de l'Est, principalement, on peut voir, par exemple, le Rutshuru. Est-ce que le Rutshuru peut être balkanisé? La majorité, si pas 90% de la population Rutshuru sont Hutus. Est-ce qu'un Hutu congolais voudra être au Rwanda? Non. Et pour couper même le Rutshuru, pour l'attacher au Rwanda, on doit aussi l'attacher à l'Ouganda. Parce que ça ne va pas arriver. Quand on regarde Beni Butembo, est-ce qu'on peut balkaniser Beni Butembo? Je dis non. Même si vous avez le Ndandé d'une part et le Konjo de l'autre part de l'Ouganda, c'est une... Mais est-ce que le Ndandé va accepter? Je ne sais pas où est-ce qu'on parle de la balkanisation. C'est un thème qui est bien sur le plan académique, mais sur les faits, il faut comprendre le terme balkanisation, c'est quoi? La balkanisation de la RDC va seulement exister quand on a des peuples ensemble qui ne veulent pas vivre ensemble. On a eu 1+4, le pays a été divisé en 4, mais on est retourné, on a eu 1+4. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, le Congolais veut vivre ensemble. C'est seulement certains nombres et régulations, les réclamations des uns et des autres qu'on doit comprendre le pourquoi. Et surtout, et punir ceux qui veulent détruire le pacte qui ralentit notre développement socio-économique. On ne doit plus tolérer, on ne doit pas tolérer l'arrêt, si pas le ralentissement, l'arrêt du progrès socio-économique de la RDC, parce que ce sont certaines personnes se disent qu'on ne les appelle pas aussi congolais que tout le monde. Je dis non, on ne doit pas tolérer, on doit commencer à punir. Professeur Sekimonyo, cette agression de la RDC par le Rwanda, justement, voit le jour
alors que la RDC venait de signer avec l'Ouganda voisin un protocole d'accord, un partenariat avec fonds disponibles du côté Ouganda pour la construction d'une route ou d'une autoroute qui devait partir de Bunagana jusqu'à atteindre Rutshuru et consorts. C'était pour rendre fluide le mouvement économique et consorts entre nous et l'Ouganda, mais entre nous et d'autres pays. Et du coup, le Rwanda, avec son armée, qui vient agresser une partie de chez nous et n'est passé aussi que par l'Ouganda. Ce n'est pas la peur de voir la RDC se relancer sur le plan économique pour arrêter de mouvements de vol qui s'organisent ou qui s'organisaient dans ce coin-là du pays en faveur du gouvernement rwandais. L'analyse en soi, elle est bonne. Il faut regarder le Rwanda à ce moment-là. Le Rwanda était en guerre économique avec l'Ouganda. Le Rwanda avait fermé ses frontières. L'Ouganda a attendu 2 ans. Ils ont compris la réplique. La réplique économique sur le Rwanda de l'Ouganda, ce n'était pas aller en guerre avec le Rwanda. C'était venir en Congo et ouvrir une voie économique entre l'Ouganda et le Rwanda. Mais nous, on n'a pas mordu à la part. On n'a pas compris ce que l'Ouganda venait. L'Ouganda était venu pour étouffer le Rwanda. L'Ouganda, ce n'était pas parce qu'il nous aime. C'était pour étouffer, punir le Rwanda. Soudainement, le Rwanda qui souffre sa frontière, qui fait des yeux doux au président ougandais, il va voir le fils, tout, mais on n'avait pas compris qu'est-ce qu'il cherchait. Il était aux abois. Et aussi, le président Tshisekedi commence à comprendre celui qu'il a appelé son frère du temps, qu'il était un peu trop gourmand. Par exemple, on sait très bien que ce n'est pas par hasard qu'il a attaqué à Bunagana. La frontière entre à Bunagana, c'est avec l'Ouganda, ce n'est pas le Rwanda. Soudainement, il a basculé. Il a compris, il était aux abois. Il a tout donné à l'Ouganda pour ça. Et nous, on n'a rien donné à l'Ouganda. On n'a pas fait de deal parce que c'est l'Ouganda qui allait construire. Ce n'était pas notre projet. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le sens qu'on devait s'aligner avec l'Ouganda contre le Rwanda avant que le Rwanda s'aligne, convainc l'Ouganda de s'aligner contre nous. Ce sont des erreurs techniques qu'on a fait et dont on paie le prix aujourd'hui énormément. Ce n'est pas même sur le plan économique dont je pleure. Je regrette que quand on parle même de ce sujet, on ne parle pas de vies humaines. Hein. Même si je peux reprendre la discussion, la question avant même de la balkanisation, on dit il ne faut pas balkaniser l'Est, mais on ne parle pas des individus. Il y a des gens qui sont tués chaque jour. C'est pas une guerre c'est pas une guerre sur vidéo game, c'est pas la télé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, qui se sont aussi n'est pas pris en considération, leur pleurs n'est pas pris en considération. Et moi je suis du coin, ma famille est toujours à l'extérieur de Bunagana. Mais j'évite de parler parce que j'ai toujours évité de parler tribalisme. Je suis un nationaliste. Je ne suis même pas un patriote, je suis un nationaliste. Je crois à la nation congolaise. Mais je regarde les autres, je dis, je suis Hutu. Et ce n'est pas moi d'en parler, ce sont les représentants Hutus qui doivent en parler. Il y a plus de 8 députés Hutus au Parlement. Hein. Le chef de file de l'opposition aujourd'hui, hein, qui est le chef de file de PPRD, c'est un Hutu, Nzekouye, le monsieur Nzekouye. Il y a le sénateur Vinabandi qui est là, qui devait en parler. Ce n'est pas à moi d'en parler, on a des représentants du coin qui devaient parler des vies humaines et éclaircir de plus qu'est-ce qui se passe dans ce coin du pays. C'est ça que je n'écoute pas. Et c'est comme ça qu'on se dit, il y a des doutes qui planent sur ce coin de pays, mais aussi c'est de part de d'autres. Dans ce coin de pays aussi, il y a des doutes sur le reste de la nation pour dire, mais on est en train de nous tuer. Où est la nation? Chaque jour, maintenant on parle de balkanisation, on ne parle pas des enfants qui dorment, si on peut exagérer le terme, à la belle étoile. Il y a des mamans, il y a beaucoup de déplacés. Il y a des vies humaines. Et pour moi, le Congo, la terre, je m'en fous. On a coupé, c'était la colonisation. Mais les vies humaines, même une vie, on devait tous pleurer pour une vie. On doit apprendre à valoriser, à respecter, à donner la dignité à la vie humaine au lieu de toujours crier qu'on ne peut pas nous prendre nos minéraux, qu'on ne peut pas nous prendre nos terres. Parlons d'abord des humains et le reste va venir.
Je pense que c'est ça qui manque dans ce débat. C'est après ça qu'on peut parler de comment on peut arrêter soi-disant l'aventure du Rwanda en RDC. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la guerre économique en soi, comme dont on parlait l'année passée. Ce n'est plus la guerre pour le minerai. Maintenant, c'est le prestige du Rwanda qui est atteint. On sait qu'on l'a touché en disant que Rwanda tue, en disant que le signe du joueur avec l'arme, ça nuit à son économie en soi, ça touche. Mais on n'est pas encore allé au point où on doit frapper économiquement le Rwanda pour l'anéantir ou le rendre mal à l'aise. Et c'est après ça qu'on peut parler maintenant du plan militaire. On peut se dire aujourd'hui ou affirmer clairement que l'offensive diplomatique de la RDC a pris de la vitesse et aujourd'hui l'agresseur du Congo, le Rwanda, aujourd'hui est presque à genoux. Et on a comme l'impression que la vie de Congolais et de Congolaises ne compte pas. Ça n'a que trop duré. Mais on sait quand même évoquer les quelques morts de par les passés qui a été occasionné par eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que ça prend de l'élan? Non. Je dis non, on doit recommencer à faire comprendre. La guerre économique, c'est la diplomatie. Les sanctions, c'est une norme diplomatique. Je dis plutôt que ça ne prend pas de l'élan, mais le coup démontre ça étourdit. Ça a étourdi le Rwanda. Hein? Cela a un peu déboussolé. Ce qui nous manque toujours, c'est maintenant l'offensive qui doit arriver pour qu'on le mette notre pied sur son cou. Parce qu'il peut être désorienté, mais il est en train de gagner du temps pour comprendre qu'est-ce qu'il va faire. On a vu Doha. Il était prêt à aller à Doha pour négocier. Qu'est-ce qu'il allait négocier? Il n'allait pas nous répéter la même chose qu'il a dit en Angola, qui n'est pas M23. Il n'allait pas nous répéter ce qu'il a dit au Kenya, qui n'est pas M23. Ça veut dire il est là, il allait aller à Doha pour nous dire quelque chose d'autre. Mais c'est aussi de l'autre part, il est en train de gagner du temps. Il est étourdi, il est un peu déboussolé. Compte sur le temps pour comprendre qu'est-ce qu'il peut faire, une nouvelle formule. D'autre part, est-ce que c'est les autres qui ne respectent pas les vies humaines congolaises? Ce n'est pas à eux de respecter les vies humaines congolaises. Moi, je ne suis pas panafricain, d'une part. Je suis nationaliste. C'est à nous de respecter et de faire respecter les vies humaines congolaises. Toutes les nations, c'est leur mission. Pour seulement exagérer le terme, pour un peu, non pas exagérer, mais donner un exemple plus grand, je dis, tout citoyen américain, français ici, dès que ça lui arrive quelque chose ici, c'est l'État français qui intervient. Maintenant, imagine que ça arrive en France, pas d'autres Français. Non, c'est à nous de montrer qu'on respecte les vies humaines congolaises avant que les autres le fassent. Est-ce que ce sont les compagnies internationales qui sont derrière le Rwanda? Oui, mais ce sont les intérêts. Le monde, c'est le monde des intérêts. On ne produit pas un écosystème où on démontre qu'il y a des opportunités ici. On est allé, soi-disant, il y a soi-disant le conseiller privé du chef d'État qui a dit non, on a eu de minerais, on est allé chez le chef d'État rwandais parce qu'il a un carnet d'adresse. Qu'est-ce qu'il dit? Que ce soit vrai ou faux, mais disons, si l'histoire est vraie, ça veut dire on a créé un marché pour que les autres trouvent de l'opportunité. Parce que pour dire qu'on ne peut pas créer nos propres opportunités pour que le vienne nous parler. J'espère que ce n'est pas vrai, cette histoire, mais si c'est vrai, c'est dangereux. Comment on n'a pas su créer un écosystème où les autres viendraient négocier avec nous? C'est nous qui donnons les opportunités. C'est un peu ça. Les compagnies étrangères, les multinationales, ça existe au Congo. On a au Katanga, il y en a plein. Les opportunités existent en RDC. Est-ce qu'il y a certains qui sont au Burundi pour profiter du Congo? Si. Est-ce qu'il y a certains qui sont en Tanzanie? Si. Ce n'est pas ça le problème. Si on sait, on peut étouffer le Rwanda et c'est même les compagnies viendront ils viendront directement parler avec nous. Même à l'Est, on peut créer ça. Et c'est ça que l'Ouganda voulait punir le Rwanda pour avoir fait la première offensive. C'est le Rwanda qui a formé les frontières avec l'Ouganda. Ça veut dire que le Rwanda a attaqué économiquement l'Ouganda au lieu de l'attaquer militairement. Le Rwanda maintenant sait, avec ça, comment c'est potent la guerre économique. C'est comme ça qu'ils ont peur. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait l'approche. En faisant l'approche, ils ont compris. Maintenant, la retournant entre eux, ça les fait paniquer. Mais ils sont étourdis, je répète, mais ils ne sont pas par terre.
Nous allons devoir changer de chapitre parce qu'on a suffisamment abordé la question qui nous préoccupe chaque jour de nos compatriotes qui sont tués sur leur propre sol et la terre de nos ancêtres presque sabotée par le Rwanda voisin, l'écosystème de notre pays menacé, nos gorilles de montagne sont poussés à s'exiler chez le voisin justement pour attaquer le secteur touristique de notre pays. José Kimonyo, votre requête auprès de la Cour constitutionnelle, où en sommes-nous? José Kimonyo, qu'est-ce qu'on attend de votre requête? Oui, la requête de constitutionnalité, il faut comment l'expliquer en simple. C'est la question que j'avais posée où je dis que, j'avais dit à la Cour constitutionnelle d'établir un fait que on ne peut pas discriminer le Congolais sur base socio-économique comme l'interdit la Constitution en RDC. On a introduit la requête, il devait nous répondre dans un mois, comme le délai est prescrit dans leur règlement intérieur, mais ça a pris, je crois, 3-4 mois. Et on m'annonce, c'est mon cadeau de fin d'année qu'on me l'a donné, qu'on a trouvé que la requête était recevable, non fondée. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu l'arrêt, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce que maintenant, on va introduire la semaine prochaine une requête d'interprétation pour dire clairement, est-ce que vraiment la Cour dit qu'en RDC, c'est légal de discriminer les pauvres sur base d'argent? Pour dire que dans un pays où le salaire ou les revenus sont à 300 $, est-ce que c'est normal de demander pour être candidat en RDC, il faut demander 100 000 $. Sur les listes de candidats, les 250 000 parce qu'il faut avoir 60% pour avoir une liste recevable, tout ça. Est-ce que la Cour constitutionnelle doit nous dire, on va introduire la requête, ils doivent nous répondre dans un mois, j'espère. Et en même temps, on va faire tout pour un peu introduire une autre requête pour dire on doit aussi arrêter la CENI, son calendrier, pour dire la réponse de la Cour constitutionnelle a des implications majeures sur le déroulement des élections et surtout sur l'idée même fondamentale de la RDC. Et moi je dis, oui, les gens m'ont dit la Cour ne va pas prendre ta requête. Ils sont pour le pouvoir. Je dis non, les gens ne comprennent pas la politique. Je dis c'est plutôt qu'on a eu une cour conservateur, idéologique. Et moi je veux prouver ou faire comprendre les gens, cette cour pense qu'en RDC, on peut discriminer, c'est légal de discriminer sous base d'argent. Et puis si c'est ça qui confirme, on aura à attendre des années à venir pour encore défier ces prononcés. Hein? C'est la même chose qui s'est. Je donne un exemple même aux États-Unis. C'était presque 50 ans que c'était légal l'avortement partout aux États-Unis. 50 ans après, Trump a pu changer la combinaison de la cour. Il en a fait une cour beaucoup plus conservateur. Ils ont changé la loi. C'est plutôt une cour constitutionnelle pour certaines idées conservatrices. C'est idéologique cette cour. On doit la regarder, sa fondation, sa composition sur le plan idéologique, au lieu de dire pro le président. Parce que je dis même, c'était l'avantage du parti au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit on doit enlever les 100 000 $, on doit demander aux candidats à la présidence d'amener 100 000 pétitions. L'IDPS peut réunir 100 000. Pourquoi l'IDPS aurait dit d'écraser cette loi ou se prononcer dans ce sens? Je pense que c'est plutôt les juges de la Cour. Idéologiquement, ils se disent non, comme beaucoup plus, il y a beaucoup de Congolais, riches ou pauvres, qui pensent pour faire la politique, il faut l'argent. Ce n'est pas seulement la Cour, il y a des Congolais en RDC qui pensent qu'il faut l'argent pour faire la politique. Pour être candidat, il faut l'argent. Et la Cour n'a que fait l'écho de ces croyants de ce groupe de la RDC. Mais c'était juste un voyage dans une croisade que je continue à faire, que je compensais datant, pour dire comment faire d'une république, la RDC, un pays avec ma façon de penser. Selon vous, avec 100 000 signatures en lieu et place de 100 000
dollars de caution ou de frais. Ça pourra faciliter les choses. En lieu et place de 5 000 $ pour la députation, on doit amener 5 000 signatures. Par contre, est-ce que ça aussi on ne peut pas se dire que c'est discriminatoire ou encore c'est une manière anticipée d'organiser les élections, parce que une personne qui pourra réunir 5 000 signatures se rend compte à la publication de résultats qui n'a pas 5 000 voix de garantie avant de compter d'autres voix. Ça va créer de frustration, mais aussi ça peut créer de zones de tension. Et une question se rajoute: est-ce que vous combattez la question de la caution de 100 000 parce que vous avez des aspirations ou vous avez l'idée d'être candidat président de la République, ou c'est justement par simple sentiment de nationalisme pour aider le pays? Est-ce que c'est une forme de discrimination? Bien sûr que oui. Mais ça discrimine qui? Ça discrimine les gens qui n'ont pas d'idées. La démocratie, c'est un marché d'idées. On doit discriminer les gens sur base qui n'ont rien à offrir au peuple. La politique, on a fait, on devient représentant on cherche à représenter un certain groupe pour rendre leur vie meilleure. On ne la fait pas parce qu'on est beau, parce qu'on veut se voir à la télévision. Oui, c'est ça même les élections. Les élections, c'est un système discriminatoire contre les gens qui n'ont pas d'idées, surtout les gens qui n'ont pas d'idées. Est-ce qu'on doit garder le statu quo juste par peur qu'il y a des potentiels conflits entre groupes? Non, je dis, il ne faut pas penser que ce sera la fin du monde. Je dis non, on doit essayer autre chose quand ça ne marche pas. La peur d'une catastrophe, d'une ampleur, je ne sais pas comment, de la fin du monde, oui, ça peut arriver, mais je ne pense pas que ça va arriver. Ce que ça va faire, ça va rendre notre démocratie plus virulente, plus conflictuelle sur le plan des idées, pas des armes. Ça veut dire quelqu'un qui a 5 000 voix, déjà il faut réunir les 5 000 signatures, qui n'est pas la mer à boire. Et de deux, c'est à tous les niveaux. Je dis, même quand on parle du vote indirect, le vote indirect que je considère, c'est antisocial, anti-économique. Même à ce moment-là, on peut garder. Mais au juste, le sénateur qui est passé, il aura eu à déposer 20 000 signatures. Le gouverneur, même si on dit qu'on le vote indirectement, mais il aura quelque part amené, je crois, 10 000, 20 000 signatures. Il aura un contrat social avec certains individus. Il n'y a pas... Aujourd'hui, la politique des sénateurs, des gouverneurs, un gouverneur qui est un président de la province, c'est la politique du parachutage. On peut venir de n'importe où. On a décrit en 2019 que les gens ont acheté des voix. Mais allez, elle va acheter 20 000 signatures. Si tu achètes celui qui a 20 000 signatures en vrai, il va toujours te battre. Parce que celui qui a été élu à l'Assemblée provinciale, il a été élu sur base de signatures aussi qu'il est allé chercher. Ce n'est pas à base de l'argent. Alors ça va faire notre démocratie conflictuelle. Est-ce que je parle seulement pas de 100 000 $? Je parle aussi du niveau du gouverneur. Est-ce que je pense être candidat en 2023? Oui, je serai candidat en 2023. Mais même un enfant peut le dire. Aujourd'hui, on voit des candidatures tribales. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, quelque part, je lis que les gens de la province orientale a dit qu'un de leurs enfants doit s'aligner pour 2023. Ça n'a rien à voir avec une idée. C'est une représentation tribale, régionale qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous les candidats jusque-là qui sont là. Ils représentent une province, une communauté. Ils ne représentent pas une idée. Pourquoi je dis qu'ils sont tous conservateurs? Ils croient à la même idée que le président Tshisekedi et même le sénateur à vie, Joseph Kabila. À certaines notions, le rôle de l'État. C'est quoi être Congolais? C'est quoi notre pacte social? Et moi, je dis non. Je dis oui, ma candidature ne sera pas moi. La candidature est basée de présenter un changement de courant idéologique. Sinon, ça, on va continuer jusqu'où la politique de haute toi que je m'asseye. On a vu ça avec Joseph Kabila, politique d'autres. On parle d'alternative. En RDC, on n'a pas besoin d'alternative. On a besoin de changement. Et le changement vient que quand on dit ceci, moi je dis les autres candidats, ils continuent à perpétuer les conclusions dont on a hérité de la colonisation. Qu'est-ce qu'on est, comment on est, qu'est-ce qu'on fait.
Moi je dis non, on doit présenter cette candidature pour montrer un changement. Ça veut dire on ne va pas hériter des conclusions des autres. On va maintenant présenter nos propres conclusions, nos propres visions qu'on a pensées. C'est quoi être Congolais? Moi je dis non, on ne doit plus dire qu'être Congolais, il faut issu d'une tribu qui existait avant 1960. C'est juste parce qu'on est né au Congo. 2, on doit parler SMIC, on doit parler emploi, on doit parler retraite. Je dis la retraite, ça doit être un bénéfice accordé à tout le monde, à tout Congolais. Pas seulement l'INSS, ça doit être tout Congolais de 65 ans. Parce que tout Congolais, après un certain âge, a besoin de dignité. On parle d'emploi ou employabilité. On parle de l'entrepreneuriat. Est-ce que l'accès de crédit aux jeunes ou même à tout le monde existe aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ont les moyens de participation pour faire la compétition globale? Je dis non. Et ça introduit la discussion sur l'éducation. Oui, l'accès à l'éducation, c'est quoi? Moi, je dis l'accès à l'éducation, c'est pas construire des bâtiments, c'est avoir l'accès au savoir d'aujourd'hui, au savoir moderne. Aujourd'hui, je pense que moi et toi, on a grandi, on a eu à lire des livres didactiques. Aujourd'hui, non pas, on doit utiliser la technologie pour arriver à faire arriver même au fin fond de nos villages la connaissance de savoir. 3, on doit revoir notre pacte social. Est-ce que notre pacte est basé sur les tribus? Par exemple, aujourd'hui, le chef coutumier, la chefferie, est dans le truc administratif. Non, on doit enlever. Ça, ce sont des trucs culturels qui n'ont rien à voir avec nous. On doit arriver à dire, notre pacte, c'est M. Serge Kaloubi et M. José Kimonio. Il n'y a rien de tribu. Je suis Hutu, mais ça n'a rien à voir avec le reste. C'est une source culturelle. C'est comme ça que quand les gens disent, ça m'énerve, quand on dit, chez nous au Kassai, ça ne marche pas. Et certains des gens qui disent, ils ne sont jamais arrivés au Kassai, mais ils sont Moulouba. Je dis, comment c'est chez toi? Et je sais des gens qui sont nés et grandis au Kassai, qui sont Mouyaka. Mais ils ne se disent pas qu'il est Kassaïen. Aujourd'hui, au Katanga, il y a des Balouba qui sont nés et grandis, mais qui se déclarent Kassaïens. Ça veut dire que c'est ça notre frein. On doit briser ça. Notre pacte doit être individuel. On ne doit pas coexister en groupe socio-culturel. De 4, on doit même revoir le rôle de l'État. Aujourd'hui, on nous vend le bloc pétrolier sans même consulter la population. Ça ne devait pas se faire. Ça veut dire que l'État a trop de pouvoir. Je dis, on doit revoir ça. L'État doit être esclave des individus, pas le contraire. Ça, c'est encore, on a hérité de la colonisation. Et le dernier point, je dis ceci. Les gens tentent de dire que je suis économiste, mais je suis je fais la politique économique. L'économie, ce sont les règles qui sont basées sur des principes de politique économique. Je dis, on doit revoir notre principe. En RDC, on n'est pas capitaliste. Ce n'est pas le capitalisme qu'on fait ici. On fait l'économie coloniale. On doit penser à faire le capitalisme. C'est quoi? Il faut les capitaux. Mais aujourd'hui, le Congolais est pauvre. Ça veut dire qu'on doit apprendre à tricher comme tous les autres. On dit aux gens, par exemple, je crois que vous avez vu, on vient de publier le rapport Mohamed sur la gouvernance. On vient nous classer parmi les derniers. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais est-ce que c'est la gouvernance un problème? Pas vraiment, c'est un symptôme. Par exemple, on dit non, il faut que le Congo voie un peu sa dette. On sait bien que la dette du Congo, ce n'est rien par rapport aux pays les plus développés, ce sont les pays aussi les plus endettés. La dette des États-Unis, c'est 31 000 milliards. Cette année, les États-Unis vont emprunter 100 milliards par mois pour subventionner leurs dépenses publiques. C'est ça. Nous, on ne sait pas tricher. Et on va prendre le rapport de Mohamed et l'utiliser pour encore couper le salaire pour ceci. On est en train, encore une fois, comme je viens de le dire, on est en train d'hériter. On hérite toujours de la conclusion des autres, au lieu d'énerver à nos propres conclusions. Le pays de la France, la dette de la France aujourd'hui, c'est 3 000 milliards. Macron veut même augmenter l'âge limite de la retraite. Ça veut dire que ça va couper certains de ses bénéfices sociaux, mais c'est tous les Français, de couleur, d'âge, de partis politiques qui sont dans la rue. Ça veut dire que nous, on n'a pas encore compris. On est encore primitif dans nos passions et dans votre vision. Et c'est ça que j'ai dit, non, moi je pose ma candidature, c'est pas moi, c'est beaucoup plus, il faut comprendre ce dont je parle, ce que j'amène sur la table. Et je condamne aussi la presse. À chaque personne qui se dit sera candidat en 2023, la presse ne lui demande pas
les détails, qu'est-ce qu'il va faire? Juste dire que Tshisekedi n'a pas réussi, c'est pas assez. Qu'est-ce que toi tu vas faire? On ne vient pas être président de la République pour remplacer quelqu'un. On vient être président de la République en voulant imposer, implémenter sa vision, son mode de développement socio-économique de la RDC. Et c'est ça, je dis que les journalistes font défaut. Ils prennent des réponses des soi-disant futurs candidats au lieu de leur poser des problèmes et attendre que ces candidats le démontrent des solutions. Et sans ça, on va encore faire le rond-point. On va encore perdre son temps parce qu'on va arriver jusqu'à la fin comme ça. Déjà, on sait que les règles du jeu. Aujourd'hui, on se bat pour l'arbitre. Aujourd'hui, quand on voit les candidats, ils disent non, avec ces CENI, on va publier, le président Tshisekedi va gagner les élections. Ça veut dire qu'ils s'en foutent des règles de jeu. Ils se préoccupent d'être proclamé président. Et si vous voyez ma requête, ce n'est pas sur l'arbitre. Moi, je me préoccupe des règles de jeu. N'importe quel arbitre, on peut l'amener. Le problème, ce n'est pas l'arbitre. Le problème, c'est les règles de jeu. Et quand les règles de jeu, ce n'est pas un problème, c'est que vous êtes d'accord avec la démonstration contre le pauvre pour être président de la République, pour être député national. Vous êtes d'accord avec le vote indirect. Vous êtes d'accord avec le système de liste. Et ça départage idéologiquement les deux camps entre les conservateurs et de l'autre part, des gens comme moi qui se déclarent libéral sous définition congolaise. Et pour finir, Tshisekedi Monyo, où et comment trouver de l'argent pour financer le développement socio-économique de la République démocratique du Congo? Le développement économique, c'est comme la bombe nucléaire, je dis, pour me illustrer. C'est comme un pays qui veut avoir une bombe atomique. C'est la convoitise de tout le monde, mais ce n'est pas permis. Ce luxe-là n'est pas permis à tous les pays. Le développement économique, on doit la comprendre. Pour arriver à se développer, c'est comme avoir une bombe atomique, ça demande une certaine expertise dans un certain domaine. Et je dis ceci, on peut faire comme les autres, on peut tricher comme les autres, mais aussi d'autre part, il y a l'argent, beaucoup de gens, on oublie pourquoi Lumumba a été tué. En 1955, la Belgique a contracté une dette pour ses colonies de 125 millions, si je ne me trompe pas le chiffre. 125 millions, on sait qu'il a dépensé tout en Belgique, c'est comme ça qu'il y a un problème. Lumumba a refusé de repayer ses dettes. En 1960-65, Mobutu vient parmi les contrats qu'il a signés pour rester au pouvoir, il a accepté que nous, les Congolais, on reprenne cette dette de la Belgique. Mais aujourd'hui, c'est la Belgique qui nous doit l'argent. 125 millions de dollars en 1955. Aujourd'hui, si on fait tout, c'est comme si c'est 1,7 milliard. C'est 1,7 milliard de dollars. Ça, c'est juste les intérêts, la valeur. Si on prend en 1955, 125 millions, on la met dans une banque d'investissement. Aujourd'hui, ça va équivaloir à 3,5, 3,7 milliards de dollars. Ça veut dire une doivent 3,7, 3,5 milliards de dollars. Je dis non, c'est même pas assez. Ils avaient pris les 1,25 millions, ils ont investi ça dans les citoyens belges qui ont produit, qui se sont émancipés. Ça veut dire aujourd'hui, les 125 millions qu'ils ont empruntés, qui nous ont fait repayer, et qui vaut aujourd'hui à même 100 milliards, on peut leur dire de nous donner 100 milliards. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Ils ont une dette de plus de 600 milliards. Ils peuvent aller encore à la banque, au Fonds international, où on les avait donné l'argent en 1925, de leur ajouter une dette pour que nous payions notre argent. Parce que moi, je ne pense pas qu'on va pleurer le Lumumba jusqu'à quand, sans faire payer la Belgique le bénéfice que tout citoyen belge a profité de la colonisation néfaste sur la RDC. Mais en fin de compte, ce que je veux dire, je dis aux Congolais ceci, on a à avoir des aspirations modernes et grandes. On doit coloniser le monde sur le plan économique. On doit. On a fait ça sur le plan culturel. Aujourd'hui, quand on vous parle de Papa Wemba, tout le monde connaît. Luambo Maki a dit, je viens de Kiba, on te demande Luambo. Ça veut dire qu'on a eu à coloniser le monde à certains aspects sur le plan culturel, mais on n'a pas fait sur le plan économique, on n'a pas fait sur le plan scientifique. On a tous les atouts, on a la population, on a une population jeune. Tout ce qui leur manque, c'est la qualité des moyens de participation moderne dans l'économie moderne. Mais on ne peut pas coloniser le monde sans d'abord coloniser l'Afrique centrale. Tous nos voisins sont primitifs. Regardez chez nous,
Tous les voisins ont des groupes armés chez nous et nous on n'a pas chez eux. Ils ont des problèmes tribaux, primitifs qu'ils amènent chez nous et ils nous contaminent. Ce n'est pas à la République d'être gentil avec le voisin. On doit coloniser d'abord l'Afrique centrale pour coloniser le monde. L'économie, encore l'économie, et nous devons maintenant changer de technique. Nous devons mobiliser les fonds, ils doivent nous rembourser. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous disons merci pour votre attention, pour votre fidélité à ce programme. Nous allons y revenir pour cogiter, dégager encore d'autres réflexions, mais pour conduire le peuple congolais vers le développement vrai, le développement socio-économique, mais aussi redresser encore notre pente culturelle, mais aussi le développement technologique pour assurer la sécurité de nos frontières. N'oublions pas tous ensemble que nous n'avons pas le droit de trahir notre pays. Et chaque jour, chaque Congolais, en te réveillant, si tu dis « je ne peux jamais trahir mon pays », ça va s'imprimer dans ton comportement. Nous resterons toujours forts, nous resterons unis et nous resterons indivisibles. C'était un plaisir et merci à l'équipe technique, merci à la supervision de Robert Nzuzingoy, Jean-Guy Kizuela d'Inseka qui nous a appuyés sur le plan technique. Et merci à Trésor Diakanoa, merci à José Kimonio qui a bien voulu partager encore ses connaissances, son expérience avec le Congolais et le Congolaise. Merci.